Bonjour. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'était suite à des commentaires que certains ont fait sur une vidéo précédente qui me demandaient de présenter un petit peu les outils. Alors bon, ça va être les outils que j'utilise, donc bon, ça va être un petit peu difficile de tout présenter en même temps. Il y en a beaucoup trop, et puis là en ce moment, mon bureau c'est un peu le bazar, donc c'est pas tout à fait. Il faut que ça s'organise. Il faut un peu d'organisation pour préparer quelque chose comme ça. Mais là, je suis tombé aujourd'hui sur un cas intéressant qui permet de parler de caméras thermiques. Et bon, je sais que le sujet des caméras thermiques, c'est quelque chose qui revient souvent sur les groupes Facebook, Apple en panne et Apple en panne pour les pros, dans lesquels j'interviens. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ben, on a un iPhone 13 Pro qui m'a été envoyé par un collègue réparateur. Et donc l'historique, c'est... Bon, ça m'a fait rigoler, c'est le client, le client a apporté le téléphone complètement détruit. Il était passé sous un tracteur. Bon. Et puis, il s'allume. Alors, il s'allumait, je pense, puisque là, il a pas changé d'écran, donc j'imagine que il a dû voir que ça s'allumait. Mais bon, l'arrière était complètement défoncé. Bon, l'écran s'allume, mais ça se voit pas sur la vidéo. Mais bon, il y a quand même, voilà, on a perdu des pixels ici. Et puis, il y a des rayures voilà, l'écran est brisé, mais il marche encore. Voilà, mais enfin, l'arrière était complètement défoncé. Et donc, bon, le client était venu le voir pour faire changer la vitre arrière et puis pour faire changer l'écran, puis etc. Et donc, le collègue, il s'est exécuté. Mais après, il s'est rendu compte que, il n'y avait plus de réseau. Le réseau ne fonctionnait pas. Alors, bon, c'est aussi l'occasion de parler des problèmes de réseau. Donc bon, voilà là, le téléphone. Si je vais dans les paramètres, donc général, information, et que je regarde, je vois que le numéro de programmation du modem apparaît. Donc ça veut dire que le baseband semble fonctionner à peu près. En tout cas, il fonctionne suffisamment pour s'identifier et pour donner son numéro de firmware. En revanche, si, si je lui demande, alors si je vais retourner là-bas, là, on voit que, non, là on le voit pas, mais là on va le voir, j'espère. L'IMEI apparaît dans les réglages. En revanche, si je lui demande en live de me donner l'IMEI, donc en faisant étoile dièse 06 dièse, l'IMEI ne sort pas. D'accord? Donc déjà, il faut pas se fier au fait que l'IMEI apparaisse dans les réglages. En fait, il apparaît au moment de la restauration d'iOS. Si pendant la restauration d'iOS, le baseband est capable de vous donner pardon, le CPU est capable de lire l'IMEI qui se trouve dans le baseband, bah, il va apparaître dans les réglages. La bonne manière de savoir si l'IMEI est là et s'il peut être lu, bah, c'est de le faire en temps réel en faisant étoile dièse 06 dièse. Donc voilà, l'IMEI ne fonctionne pas, n'est pas là, et alors quand on met quand on quand on met la carte SIM, donc ça c'est sur mon téléphone, quand une SIM est insérée et que vous allez dans les réglages et dans les données mobiles, vous avez toutes les informations sur votre opérateur qui doivent sortir. Sur ce téléphone-là, si, si je mets ma carte SIM dedans, donc avant d'avoir mis la carte SIM
et que je vais dans les données cellulaires, j'ai ça. Alors, je me fais remarquer que si le baseboard ne fonctionnait pas du tout, je serais même pas capable de rentrer dans ce menu. Donc, j'ai quand même un fonctionnement partiel du baseboard, comme je l'ai remarqué, puisque le numéro de programmation du modem apparaît. Si j'insère la carte SIM, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a ça qui apparaît. Ça, j'ai jamais vu ça, c'est pas normal. Bon, il y a un truc principal, donc, et si je clique dessus, bah, écran vide. Donc ça veut dire que les données de l'opérateur qui se trouvent sur la carte SIM ne sont pas lues par le baseband. Mais il fonctionne suffisamment pour détecter qu'il y a une carte SIM qui est insérée quand même. Bon. Alors, bon, je vais vous dire tout de suite le résultat, c'est que ce truc-là n'est pas réparable. Mais je vais vous expliquer plus tard à la fin, après avoir parlé de caméra thermique, comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Et surtout, comment la caméra thermique m'a épargné des heures de travail. J'ai même pas eu besoin de j'ai eu besoin de démonter la carte mère, mais j'ai pas eu besoin de séparer les cartes pour aller mesurer les circuits et tout ça. Grâce à ma caméra qui m'a donc fait gagner 2 heures de travail. Parce qu'il faut bien se dire que si je démonte le téléphone, que je sépare les cartes mères, il faut quand même qu'après je les réassemble. Hein, parce que, donc évidemment, le client, lui, il m'envoie un téléphone qui s'allume. Si moi, je sais que le téléphone n'est pas réparable. Mais si je lui renvoie le téléphone en morceaux qui s'allume plus, évidemment, il va pas être content. Il faut que je lui renvoie au minimum dans l'état dans lequel il me l'a envoyé. Donc, c'est-à-dire que je dois réassembler les cartes et le remettre dans l'état initial. Et donc, ça, c'est 2 heures de travail sur les séries 13, sur les séries 12 et 13. Donc, attendez, je remets ma carte SIM dans mon téléphone. Voilà. Alors, donc plus tard, on verra le rapport avec les caméras thermiques. On va parler d'abord de caméra thermique. Quelle caméra thermique j'utilise moi? Moi, j'utilise celle-ci, qui s'appelle la Flare One Pro. Et bon, dans une vidéo précédente, j'avais dit ne l'achetez pas. Et, voilà, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'est parce qu'elle est pas bien? Bah, tout est relatif, ça dépend de comment on définit bien et ça dépend de combien on paye pour ce qu'on a. Euh, Elle convient tout à fait pour le job. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement adaptée à la réparation de cartes mères et à la détection de court-circuit, ce qui est l'application principale dans ce travail. Euh, elle a, elle a des problèmes de batterie. Il me semble avoir, bon, en cherchant sur Internet, moi je trouvais que la durée de vie était loin de celle qui était annoncée. Alors ils annonçaient 30 minutes d'autonomie, ce qui est pas énorme non plus, mais ils annonçaient 30 minutes d'autonomie, je les avais pas. Et bon, après, en me renseignant sur Internet, j'ai l'impression que les batteries qu'ils ont mises en sortie d'usine, elles sont pas très bonnes. Donc beaucoup de gens ont ce problème-là. Donc ça c'est un premier problème, c'est que vraiment quand vous avez en fait 20 minutes d'autonomie, il faut la charger tout le temps. Et si vous oubliez de la charger et que vous voulez l'allumer au moment où vous en avez besoin, bah, c'est pas possible. Donc il faut attendre qu'elle se charge et puis etc. Donc ça c'est pénible. C'est une habitude à prendre avec cette caméra. Alors là je viens de changer la batterie. J'espère avoir des meilleurs résultats avec une batterie neuve. Voilà. Ça c'était un premier problème. Ensuite, donc pourquoi est-ce que je parlais effectivement de rapport qualité-prix. Si, si on regarde, cette caméra, elle vaut 540 euros TTC. Et ses caractéristiques, bon alors la chose la plus importante, alors, il y a plein de choses hein, dans les caractéristiques techniques, mais la chose, disons, la plus importante, c'est quand même la résolution thermique. Donc on a une résolution thermique de 160 par 120. Donc ça, c'est le nombre de pixels qui sont mesurés sur une image thermique par la caméra. Ah, tiens, là, ils sont marrants, ils mettent 1 heure de batterie. Mais... Non, voilà, quand je l'ai acheté, j'avais
20 minutes d'autonomie. Voilà. Ça, c'est pour cette caméra-là. Si vous regardez, donc, il y a 3 ans, au moment où je l'ai acheté, ça valait le coup. Il n'y avait pas vraiment de caméra qui faisait... dans cette gamme de prix, une résolution thermique de 160 par 120, c'est ce que vous aviez pour 500 euros. Mais 3 ans plus tard, le marché a évolué. Mais en revanche, FLIR n'a pas fait évoluer sa caméra. Elle est toujours à une résolution de 160 par 120 et elle est toujours à 540 euros TTC. Si on compare avec une autre qui est très populaire, qui est la SICK Compact, donc SICK Compact, il y a 3 modèles qui sont vendus principalement. Donc il y a la Compact normale, il y a la... Est-ce que c'est bien cette annonce? Non, c'était pas celle-là. Il y avait un... C'était celui-là. Là, on a toutes les caractéristiques thermiques, toutes les caractéristiques de toutes ces caméras. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, la Compact normale, donc la moins chère, à 250 $, donc à peu près 250 euros, hein, elle a déjà une meilleure résolution thermique que la mienne. La XR, à 300 $, elle a aussi une meilleure résolution thermique. Et puis la Compact Pro pour 500 euros, donc c'est à peu près le même prix que la FLIR. Elle a une résolution thermique quadruple de 320 par 240. Voilà, donc pour le même prix, vous avez 4 fois plus de points d'évaluation de température à un instant T avec la Compact Pro. Ensuite, si on regarde un peu plus bas, il y a quelque chose qui est intéressant sur celle-là, c'est la partie batterie. Alors, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi sur Mac avec OBS on ne peut pas voir le curseur de souris, donc il faut que j'essaie de m'en rappeler, d'essayer de vous montrer un petit peu, de trouver un autre moyen de vous montrer ce que je regarde. Donc là, je suis en train de regarder la partie batterie. Apparemment, moi je ne l'ai jamais eu entre les mains, hein, je ne l'ai jamais testé, mais apparemment, elle n'a pas de batterie et elle est directement alimentée par le téléphone. Donc ça, c'est pas mal, ça veut dire qu'elle s'allumera toujours. Il n'y a pas de question de est-ce qu'il lui reste de la batterie ou pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'au niveau du prix, c'est simplement pour une question de prix que je ne recommande pas la FLIR, c'est simplement parce que pour moitié moins cher, vous avez une meilleure résolution thermique et une caméra qui n'a pas besoin d'être chargée, puisqu'elle est alimentée directement par le téléphone. Il suffit que votre téléphone il ait de la batterie pour pouvoir faire marcher la caméra. Donc voilà, si on regarde chez FLIR, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caméras qui sont portables, comme ça, hein. Donc l'intérêt de celle-là, moi celle-là, pourquoi je l'ai achetée, c'est parce elle est petite et qu'elle se branche directement sur le téléphone. Et donc c'est disons plus portable que les autres. Il y a aussi ça qui vient de sortir, qui a l'air pas mal du tout, puisque celle-là, en fait, elle communique par Wi-Fi avec le téléphone. Ça veut dire qu'elle n'a même plus besoin d'être branchée au téléphone. Vous pouvez poser le téléphone à un endroit et puis juste bouger la caméra avec vous. C'est pas mal. Ça coûte combien? 660 euros TTC. Et on est toujours sur une résolution thermique de 160 par 120. Bon, l'autonomie 1h30, j'y crois pas, simplement avec mon expérience avec la mienne. Bon, si on essaie de regarder, qu'est-ce qu'il y a pour des résolutions thermiques un petit peu plus grandes que la mienne? Ben, la résolution au-dessus, 240 par 180, FLIR en propose deux, donc qui sont cette fois des grosses, hein, elles ne se branchent pas sur le téléphone. Et ça, combien ça coûte? 2600 euros. Voilà, pour une résolution de 240 par 180. Ça coûte combien? Celle-là, elle doit plus être vendue. Bon, voilà. Donc, la résolution juste au-dessus, c'est 2600 euros chez FLIR. Oh, voilà.
donc voilà, c'est pas compétitif du tout. Euh, alors en caméras qui sont petites et qui se branchent directement sur le téléphone, il y a ça qui vient de sortir. Alors donc c'est la Infire P2 Pro. Donc vous voyez les prix hein, sur AliExpress. Donc euh, elle vient avec la. Ouais. Elle vient avec une lentille macro. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que la FLIR a ou pas une lentille macro? Donc celle-là, elle vient avec une lentille macro et elle coûte 250 euros. Si on regarde les caractéristiques, alors bizarrement, la version iOS est en rupture de stock et celle-là est vendue à 420 euros. J'imagine qu'elle doit être plus demandée, j'en sais rien. Mais bon, voilà, la version Android pour 250 euros. Ah, j'en profite pour dire que les versions Android et iOS ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ah bah tiens j'achète la version Android avec type C, je mets un adaptateur type C vers Lightning et ça marchera. Ça marchera pas. C'est vraiment deux protocoles de communication différents. Et donc non, si vous prenez la type C, il vous faut un Android pour qu'elle fonctionne. Alors donc au niveau des caractéristiques techniques, on voit la résolution à 256 par 192, donc beaucoup mieux que la FLIR. Et bon, là c'est peut-être un petit peu mieux. Bah, il la compare directement à la FLIR, donc voilà, résolution qui est bien meilleure. Batterie, ils annoncent plus de 5 heures. Alors, moi ça me la coupe, mais pourquoi pas. Alors qu'effectivement, la FLIR, alors là, ils mettent 30 minutes, je suis tout à fait d'accord, c'est plus dans la réalité pour la FLIR. Elle pèse 9 grammes, alors que la FLIR pèse 36 grammes, donc elle est vraiment beaucoup plus petite. Et celle-là, en tout cas sur le papier, elle me plaît beaucoup. Donc si je devais recommander aujourd'hui, sur la base des spécifications, une caméra thermique pour le travail de réparation de carte mère, la détection de court-circuit et tout ça, moi c'est celle-là que je recommanderais. D'après le prix, d'après les caractéristiques techniques, le fait qu'elle vienne avec une lentille macro. Voilà, donc puisque je parle de la lentille macro, la FLIR, donc FLIR ne propose pas de lentille macro pour ses caméras. Et on va voir, je montrerai plus tard la qualité de l'image qu'on a avec cette caméra. C'est quand même, on a quand même une bien meilleure image si on a une lentille macro. Alors attendez, vous me dites, ah oui mais FLIR n'en fait pas, mais j'ai une lentille macro, comment ça se fait? Bah, c'est que en fait vous pouvez, système D, vous pouvez vous en créer une. C'est-à-dire que moi c'est ce que j'ai fait, est-ce que je l'ai noté quelque part? Voilà, vous cherchez sur Google, vous, voilà, vous cherchez sur Google FLIR One Pro Macro Lens, et puis vous allez tomber ici sur ce lien-là, treatstock.com, et là vous avez un gars qui a fait un modèle pour imprimante 3D d'un adaptateur qui va maintenir dans lequel vous pouvez mettre une lentille macro, et puis qui permet de vous faire une lentille macro système D pour votre FLIR. Donc voilà, si vous cliquez sur commander, bah, là vous avez les plans, et quand vous passez une commande, bon, moi c'est sur ce site que j'ai commandé, ça va vous donner tous les imprimeurs 3D qui sont enregistrés sur ce site à proximité de chez vous, ou même dans la France entière, et puis vous pouvez, quand vous passez la commande, ça passera la commande auprès de cette personne-là qui va vous l'envoyer par la poste. Et puis voilà, vous aurez un support de lentille macro pour votre FLIR. Enfin bon, après, c'est si vous décidez de l'acheter ou si vous avez déjà une FLIR, voilà la solution qui existe. À quoi ça ressemble? C'est ce petit module-là. Voilà. On peut retirer le capuchon, et puis, je ne veux pas la toucher avec les doigts, je ne veux pas la salir. Voilà. On peut retirer le capuchon et sortir la lentille. Alors ça, c'est pas mal du tout, parce que c'est modulaire. Je peux
changer la lentille. Et parce que moi, quand j'ai acheté ma lentille, moi j'avais aucune idée de laquelle il fallait. Pour information, ces lentilles-là, ce sont des lentilles qui s'appellent des lentilles au sélénium de zinc. Ça se trouve sur AliExpress, ça coûte 10 € la lentille. Et donc, bon, bah, comme ça coûte 10 € la lentille, moi j'ai pris toute la gamme. Donc ils en proposaient 6 ou 7 avec des distances focales différentes. Et puis je dis, bah, voilà, je vais les essayer toutes et je vais voir celle qui convient le mieux. Et donc la réponse à la question, pour vous éviter d'acheter toutes les lentilles au sélénium de zinc, là, c'est qu'il faut avec la distance focale la plus petite. Donc là, j'ai une distance focale de, je crois, 25 mm. C'est celle qui me permet d'avoir la meilleure image. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça sert une lentille macro, bah, vous allez le voir quand je vais faire les démos. Ça vous permet. Donc, la caméra n'a pas de zoom. On ne peut pas zoomer avec une caméra thermique. Ou alors, il faudrait un truc beaucoup plus évolué. Donc, justement, avec des lentilles dont on peut ajuster la focale. Donc, si on veut zoomer, on est obligé de se rapprocher. Mais alors, on se retrouve pas au foyer de la lentille de la caméra. Et l'image est toute trouble. Donc, si on veut que l'image ne soit pas trouble, il faut mettre devant une lentille, de cette manière-là, avec une distance focale plus petite, qui vous permet de vous rapprocher plus loin et d'avoir une image claire. Claire et plus grande. Donc, on va faire une démo. Ah. Alors, moi, la manière dont je l'utilise. C'est. Alors, vous pouvez la brancher directement sur votre téléphone, et puis vous manipulez ça comme ça. Moi, je trouve que c'est plus pratique de prendre une rallonge. Là, on va cacher cette lumière rouge qui est pénible, et puis comme ça, vous pourrez voir. C'est d'acheter une rallonge Lightning, donc mâle d'un côté, femelle de l'autre, et puis de brancher la caméra dessus. Comme ça, c'est beaucoup moins lourd. Alors, ça a l'air, le téléphone plus la lentille, c'est pas lourd. Mais c'est quand même fatigant de tenir ça d'une main, parce qu'en général, avec l'autre main, on est en train de faire autre chose, de faire des manipulations sur la carte, d'injecter du courant, etc. C'est difficile de maintenir une main stable quand on est en train de porter le téléphone plus la lentille, plus la caméra. Donc, euh, ça, c'est très pratique. La caméra est légère, elle est quand même à 37 grammes. Euh, donc moi, c'est comme ça que je fais. En fait, donc je fais pas je pose pas la caméra évidemment sur mon microscope. Ça, c'est pour que vous puissiez le voir. Moi, j'ai acheté ce truc-là, là, ce porte smartphone chez Ikea. Hop là, le téléphone est là, et puis moi, je bouge la caméra thermique comme ça, et je vois l'image s'afficher juste devant mes yeux. Donc, je la repose ici pour que vous puissiez voir. Très bien, elle s'est allumée. Alors, et puis on va regarder, on va mettre là une carte mère d'iPhone 11 Pro dessus. Alors, donc vous allez me dire, on voit pas grand-chose, l'image est dégueulasse. En fait, non, c'est pas du tout ça, c'est que la caméra thermique, elle vous donne une image thermique. Donc comme tout est à la même température, bah, vous voyez que des trucs vous voyez une masse à la même couleur, parce que bah, la couleur, elle indique la température. Donc ce que je vais faire, c'est je vais chauffer un peu. Et bah, maintenant qu'on a chauffé,
on commence à voir les composants, parce qu'ils n'ont pas tous la même capacité thermique, il y en a qui absorbent la chaleur plus que d'autres, donc ils ne sont pas tous maintenant à la même température, et puis on commence à avoir une image thermique. Mais comme vous voyez, c'est quand même, voilà, si je veux vraiment voir quel composant chauffe quand je cherche un court-circuit, c'est pas idéal. Alors ça marche, hein. Moi ça m'a permis, j'ai pu vivre pendant 2 ans sans ma lentille macro système D, mais si maintenant je la mets là et que ouais, je me rapproche, vous voyez que je vois déjà beaucoup plus de choses. Je suis capable, je peux même voir les tout petits composants, là, les petits condensateurs. Je peux voir les pads de soudure sur lesquels il y a des puces que j'ai retirées. Donc voilà, voilà ce que fait l'ajout de la lentille macro. Voilà. Vous voyez bien, si je la retire, l'image est comme ça. Si je la remets, l'image est comme ça. Donc voilà, le problème de la lentille macro n'existe, en fait, est réglé sur la FLIR avec la solution que je vous ai montrée. Voilà. Et donc, bon, comme j'ai dit, moi, elle convient parfaitement pour le job. Elle me permet de trouver les courts-circuits quand je les veux. Elle marche vraiment bien. Hein. J'ai pu trouver des courts-circuits à 10 mA avec. C'est minuscule. Hein. Il y a... Alors, moi, j'ai pas touché d'autres caméras, mais j'ai vu des tests faits par d'autres techniciens qui ont regardé si d'autres caméras thermiques sont capables de voir un court-circuit à 10 mA, et il n'y en a pas beaucoup en fait qui en sont capables. Il y a même une fois où j'ai pu voir un éclair, j'avais un téléphone pour lequel quand vous appuyez sur le bouton power, vous aviez l'intensité du courant montait très brièvement pendant une demi-seconde, même pas, enfin elle montait à 10 mA et redescendait. Donc c'était vraiment un flash de consommation de courant. Et ben j'ai été capable de voir d'où ça venait. C'était sur le PMU, la puce d'alimentation principale du téléphone, et j'ai pu voir même dans quelle partie, avec ma lentille macro, j'ai pu voir dans quelle partie du PMU il y avait ce petit éclair de courant. Et ça correspondait à quoi? C'était juste le PMU qui essayait de démarrer une ligne, mais sur cette ligne, il y avait une inductance qui était morte, donc il n'arrivait pas, et puis il s'éteignait. Mais grâce à ça, j'ai pu localiser, je savais à peu près où se trouvait l'éclair de chaleur quand il essayait de s'allumer. Donc avec le schéma, j'ai pu deviner de quelle ligne il s'agissait, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce que sinon il aurait fallu que je démonte toutes les inductances pour trouver laquelle était défectueuse. Donc non, cette caméra, à part son prix, que je trouve ridicule aujourd'hui, elle est très très bien pour la détection de court-circuit et pour la détection de chaleur en général, de points de chaleur en général. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix de caméra? Si on cherche les plus populaires, en tout cas celles dont j'ai entendu parler, donc il y a la SICK dont j'ai déjà parlé, il y a ces trucs-là. Ça, c'est un autre concept, c'est la caméra qui est montée sur un support, donc la caméra ne peut plus bouger. Ou alors, bon, si, d'après l'image, j'ai l'impression qu'on peut quand même la sortir de son support et on doit pouvoir la bouger. Donc, et elle est reliée à l'ordinateur cette fois, et l'image, vous la voyez sur l'écran de votre ordinateur. Et donc, il faut que la carte mère soit posée sur le support, juste en dessous. Bon, je regarde le prix, on est à 630 € hors taxe. Bon, c'est pas du tout la même gamme. Et après, de toute manière,
comme j'ai dit, moi personnellement, je préfère ma petite caméra que je tiens d'une main et que je suis capable de bouger, qui est très légère, à relier au téléphone par un câble. Et voilà. En plus, si vraiment vous voulez un support, ben, il y a ça qui se fait. C'est tout simplement soit vous pouvez vous construire un support avec je sais pas, avec des planches de bois et puis vous faites un petit montage d'un support pour caméra. Ou alors il y a ça pour 20 € qui vous permet, alors ils disent que c'est pour la SICK, mais moi quand je vois la tête du truc, je pense que c'est tout à fait capable de mettre n'importe quelle caméra ou alors de faire un petit montage pour pouvoir monter la FLIR ou la Infrared si c'est celle-là que vous avez achetée. Donc voilà, pour moi le problème, la question d'avoir un support ou de ne pas avoir de support, elle ne se pose pas parce que le support peut être acheté en plus ou peut être fabriqué si vous êtes un peu habile de vos mains. Voilà, en tout cas, moi je pense que ça vaut pas le coup d'aller payer 630 € quand. C'est quoi au fait la résolution sur la Tianli? Donc sur la Super Cam, hein, une résolution 160 par 120, ici là. Donc c'est la Super Cam, elle a la même résolution que la FLIR, et puis la Super Cam X, elle a une résolution un petit peu meilleure. Tiens, il y a autre chose qui est intéressant à regarder, c'est l'intervalle de température qui peut être mesuré. Ça aussi, c'est une caractéristique technique importante parce que, je sais pas, peut-être vous voulez faire autre chose que vous voulez l'utiliser pour autre chose que détecter des courts-circuits. Alors pour les courts-circuits, ça monte rarement au-dessus de 100 degrés. Donc, si c'est juste pour des courts-circuits, ces deux caméras-là conviennent, la Supercam ou la Supercam X. Mais après, il y a d'autres utilisations. Pour moi, pour ma part, j'utilise cette caméra thermique pour aussi étalonner ma station air chaud. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, la station air chaud, au fil de l'usage, elle perd sa calibration. Ça veut dire qu'elle va indiquer, je sais pas, par exemple 350 degrés sur l'écran, mais en réalité, en sortie de bus, vous n'avez pas 350 degrés. Et donc il faut la réétalonner, c'est-à-dire que vous allez la régler à 350 degrés, vous allez souffler, et donc moi avec la caméra thermique, je peux mesurer en sortie de bus quelle est la température réelle qui sort. Et ensuite, je dis à ma station qu'en fait, quand elle indique 350, la réalité c'est peut-être 320, et à partir de là, elle fait une régression linéaire pour se recalibrer sur toute l'échelle de température qu'elle est capable de sortir. Voilà, donc par exemple, alors, la calibration de la station, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, c'est peut-être tous les 6 mois, et quand j'ai pas la flemme, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de faire une fois de temps en temps. Et donc là, la Supercam X qui va que jusqu'à 120 degrés, bah ça le fait pas. Voilà. Si je devais en acheter une, ça serait la Supercam. Alors celle-là, je sais pas combien elle coûte, ni si même et les shops ils la vendent. Elle doit être probablement moins chère elle doit être moins chère que la Supercam X, mais là, chez eux, ils ont qu'une seule de chez Tianli qui est la Supercam X. Voilà. Donc, je sais pas, je pense avoir parlé globalement de toutes les choses qui me paraissent importantes dans le choix d'une caméra thermique. Et puis donc la conclusion, c'est que si aujourd'hui je devais en recommander une, sans jamais l'avoir essayé, hein, ni quoi que ce soit, mais ça serait d'après les caractéristiques techniques, ça serait la Infrared P2 Pro, qui me paraît le meilleur rapport qualité-prix pour, ouais, pour une caméra thermique. Et donc, comme je dis, si vous voulez un support, bah, n'allez pas payer 630 pour la Tianli, allez payer 20 € pour ce support-là, ou fabriquez-en un vous-même. Voilà. L'économie qui est faite, elle vaut largement le coup. Donc très bien. Maintenant, j'en reviens à comment j'ai utilisé cette caméra euh, pour cette histoire d'iPhone 13 Pro. Donc, hop là, on va changer la vue.
Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous ai montré l'écran, il y a des gens on va voir, est-ce que vous vous rappelez quel était le pourcentage de batterie? On va voir qui était observateur. Si vous êtes observateur, vous devez vous rappeler qu'elle était à 69% de batterie. Et là, moi, j'ai parlé pendant 35 minutes, depuis le début de la vidéo. Et maintenant, elle est à... c'est pénible. Elle est à 66% de batterie. Et donc, ça c'est la chose que j'ai remarqué quand j'ai eu ce téléphone. Je l'ai chargé à fond. Et puis après, je suis allé faire autre chose. Je sais plus, je suis allé manger ou quelque chose comme ça. Et puis je suis revenu 1 heure plus tard. Et 1 heure plus tard, elle avait perdu 20% de batterie. Et donc, je me suis dit, bah, si ce téléphone consomme trop, il doit y avoir, ça doit chauffer quelque part. Et donc, ce que j'ai fait, alors, je vais réinstaller la caméra. Je vais réinstaller la caméra thermique pour que vous puissiez voir. Je trouve que c'est pas mal, parce que vous allez voir, c'est une autre application que d'aller détecter les courts-circuits. Allez, allume-toi. Voilà, ça c'est la chose pénible, c'est qu'elle est longue à s'allumer. Elle met vraiment du temps. Et puis parfois, bon ça doit être la faute de mon téléphone, parce que bon, il est vieux, le port Lightning doit être sale. Et donc parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Alors, donc je m'étais dit, oula, 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 ma lentille. Je m'étais dit, ce téléphone, il a consommé 20% de batterie en 1 heure. Quelque chose doit chauffer. Donc voilà la face avant, l'écran à la caméra thermique. Alors ça, comme c'est du verre, il y a toutes les surfaces qui sont réfléchissantes. Malheureusement, avec n'importe quelle caméra thermique, vous aurez des valeurs complètement fausses, à cause du fait que ça réfléchit tous les rayonnements. Mais on regarde de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai remarqué de l'autre côté? Et qu'est-ce que me dit ma caméra? Ben, c'est que, tiens, ça chauffe. Ça chauffe particulièrement, alors fort, pas forcément, mais enfin, en tout cas, cette zone-là est beaucoup plus chaude. Donc, il y a bien quelque chose qui consomme plus, qui consomme beaucoup, et ça se trouve par ici. Donc, je vais démonter le téléphone. Je mets la vidéo en pause, hein, le temps de démonter pour pas que vous voyez tout ça. Hop là. On est de retour, le téléphone est démonté, j'ai sorti la carte mère, je l'ai connectée à mon alimentation, et je vais la démarrer. Ah, ok, elle est partie. Et on va regarder ce qui chauffait. Donc on se rappelle que ça venait de l'arrière, donc c'est plutôt de l'arrière de la carte mère que ça va venir. Et regardez ce que me dit la caméra, c'est que ça chauffe beaucoup. Dans cette zone-là. Ça chauffe beaucoup par ici.
Et à quoi ça correspond ça? Ben, on va regarder sur le schéma. Je pense que oui, là je peux éteindre la caméra, on n'en a plus besoin. Enfin non, pas sur le schéma, on va regarder sur le board view. Voilà l'iPhone 13 Pro. Alors, donc, genre, c'est la zone qui se trouve dans ce coin-là. Et donc, si je regarde le board view, ça correspond. Alors, évidemment, vous voyez pas le curseur de souris, mais vous voyez les trucs qui s'allument, là, les points. Par ici. C'est cette zone-là, là où j'allume tous les points, qui s'illuminait et qui était chouette. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est le baseband. Et donc, ce que ça me dit, c'est que le baseband a un court-circuit à l'intérieur. Alors, comme le truc est passé sous un tracteur, c'est même possible que peut-être la puce soit fêlée à certains endroits. Mais en tout cas, le problème vient du baseband. Comme cette puce n'est pas remplaçable, je n'ai pas besoin de travailler sur cette carte mère, elle n'est pas réparable. Et donc, ça, c'était aujourd'hui que j'ai vu ça, et voilà, je suis vraiment content d'avoir cette caméra thermique qui m'a fait gagner 2 heures de travail, sur en plus, 2 heures pendant lesquelles en plus j'aurais rien gagné, puisque moi je ne fais pas payer les appareils qui ne sont pas réparés. Voilà, donc ça aurait été 2 heures de travail pour rien, et je suis très content de les avoir économisés. Voilà. Je pense que ça permet aussi, je me permets une remarque, parce que ça m'arrive, je ne veux pas dire très fréquemment, mais ça m'arrive suffisamment souvent pour que je pense nécessaire d'en parler, que des réparateurs donc, qui ne font pas de travail sur carte mère, qui font juste, je dirais, des réparateurs classiques, qui font des remplacements d'écran, remplacements de batterie, remplacements de vitre arrière, etc., se lancent dans un énorme boulot. Le client leur apporte un téléphone qui est défoncé, et il veut changer la vitre arrière, il veut changer l'écran, il veut changer la batterie, et puis bah, le réparateur, il voit des dollars il y a des dollars dans ses yeux, là, il dit ah ouais super, ça va me faire une prestation à 300-400 euros. Il se lance tout de suite dans le boulot, il passe 1 heure à faire ou 1 heure et demie à faire la vitre arrière, il passe 30 minutes à faire la batterie, il va commander un écran, alors un écran d'iPhone 13, ça coûte, ou d'iPhone 13 Pro, je sais pas combien ça coûte parce que moi je les remplace pas, ça doit être dans les 200-250 € aujourd'hui, peut-être plus même. Euh, et puis après avoir fait tout le boulot, il s'aperçoit que le téléphone n'a plus de réseau. Et puis après, bah, il m'appelle pour me demander est-ce que je peux le réparer. Et ce qu'il y a, c'est moi, mon expérience, c'est que sur les 12 et les 13, moi, je n'ai jamais vu autant de baseband HS que depuis que j'ai touché aux 12 et aux 13. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû au châssis qui est plus fin que sur les modèles précédents. C'est Ouais, et c'est aussi peut-être dû à la puce qui est beaucoup plus fragile qu'avant, j'en sais rien. Mais voilà, moi si je peux donner un conseil, si vous regardez cette vidéo, que vous faites, que vous avez un magasin de réparation qui fait écran, batterie, châssis, etc., avant de vous lancer dans un gros boulot comme ça, euh, testez le téléphone. Si vous en avez la possibilité, testez le même devant le client, même si ça nécessite. Alors, je sais bien que ça prend du temps parce qu'il faut ouvrir l'écran devant lui, il faut enlever les plaques, etc. Mais si vous laissez le client partir et puis qu'après vous faites votre truc dans votre coin pour tester et puis que vous l'appelez 2 heures plus tard pour lui dire bah, vous n'avez plus de réseau, vous savez peut-être autant que moi que
beaucoup de gens vont réagir en disant bah c'est parce que vous l'avez touché, vous avez cassé quelque chose. C'est mieux de faire ça devant lui. Et je peux imaginer que c'est pénible parce que ça nécessite de monopoliser du temps avec le client. Mais si nécessaire, prenez un rendez-vous pour le faire. Mais faites le test devant lui pour vérifier que le téléphone fonctionne encore, hein. Parce qu'en général, ces téléphones qui sont défoncés, qui sont passés sous une voiture ou sous un tracteur ou qui sont complètement détruits, bah, l'écran ne marche pas. Donc le client ne donc du coup le téléphone ne s'allume pas. En tout cas, il n'y a pas d'affichage, donc le client ne peut pas savoir si les fonctions marchent encore. Donc voilà, faites ça devant lui, mettez un autre écran, et puis vérifiez ensemble que toutes les fonctions marchent, en particulier sur ces modèles récents 12 et 13. Ce qui casse très facilement après un gros choc, c'est le réseau GSM et le réseau Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà, voilà pour mon conseil. En espérant que la vidéo vous a intéressé, et puis à bientôt. Ah, en fait, je pense que j'ai pas trop j'ai pas trop de prestations prévues pour les jours qui viennent, donc probablement qu'il n'y aura pas grand-chose avant la nouvelle année, donc bonne année aussi à ceux qui regardent.